BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La France a pour l'instant sauvé sa mise en ce qui concerne les agences de notation et son déficit public. Aujourd'hui, il y avait un débat assez intéressant. Jean-René Cazeneuve, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous sortez tout juste de l'Assemblée nationale. Vous êtes rapporteur de la Commission des finances au sein de l'Assemblée et député Renaissance du Gers. Il y avait donc ce débat à l'occasion de l'orientation des finances publiques. Bruno Le Maire était face aux députés. Vous en sortez. Moi, j'ai vu les images. Ce qui me choque un peu, je croyais que c'était quand même le débat qui préoccupait toute la classe politique. Il y avait quoi, à peu une cinquantaine de députés dans l'hémicycle ? Oui, je le regrette aussi parce que c'est un sujet fondamental, le budget de manière générale. En plus, ça fait 15 jours que vous ne siégez pas, donc... Pas d'excuses. Donc, pas d'excuses oui, non, c'est un lundi, donc il y a un tout petit peu moins de monde. Ils ont fait le pont, c'est ça que vous voulez dire ? Non, mais ils arrivent plutôt le lundi soir pour les séances du mardi, mais non, c'est pas bien. Oui, je pense ça mérite plus de monde. Oui, parce qu'en plus, quand même, c'est un débat important, non ? C'est un débat très important. C'est un débat extrêmement important, évidemment, puisque c'est nos politiques publiques, c'est la crédibilité de notre pays, c'est la trajectoire de maîtrise des finances publiques, c'est le financement de nos investissements. Oui, donc c'est très important. Évidemment, ça engage notre pays. Je peux regretter. Bon, le débat a quand même eu lieu. Et, donc, et puis il va se poursuivre, parce qu'on en dira un mot dans un instant. Les partis étaient représentés. On en dira un mot dans un instant. Il y a le Front National, le Rassemblement National, qui a demandé une loi de finances rectificative dans les 30 jours, sinon il menace de déposer une motion de censure. Juste avant, sur la notation, sur les agences de notation, avec le maintien de la note de la part de Moody's. Et est-ce que vous, en attendant celle de Standard & Poor's, qui sera le 30 mai, donc vous pouvez souffler encore un petit peu, est-ce que vous comprenez ce maintien de la note française, ou du moins comment vous l'expliquez ? Alors, je comprends. Oui, on était tous agréablement surpris quand même. Vous avez été très surpris, vous pouvez le dire. J'étais surpris, donc je pense qu'il y avait une chance sur deux. Moi, j'avais préparé 2 communiqués de presse. Ah oui, d'accord, c'est pour dire. Il faut dire que je ne savais pas. Et les journalistes avec qui j'ai discuté, eux, on n'avait préparé qu'un. Donc, et ce qui était assez drôle pendant le débat, c'est que les oppositions étaient déçues. Oui, elles étaient déçues que la note soit maintenue. Elles auraient préféré que la note soit dégradée. Et dans votre communiqué où vous disiez ça y est, la France est dégradée, il y avait écrit quoi, Jean-René Cazeneuve ? Non, mais ah bah si, dites-le maintenant. Vous nous avez étendu une perche, la saisie. Si vous voulez, bien sûr. Mais il y avait. On ne vit pas à l'aune des notations, et c'est pas ça qui fait la politique de notre pays. Mais je pense que ça veut dire ce maintien et aussi pas de triomphalisme de notre part, parce que de toute façon ça revient tous les 6 mois, et la situation et le contexte économique est quand même extrêmement difficile. De toute façon, dans les 2 communiqués de presse, je disais que c'était une raison de sérieux budgétaire, et ça ne pouvait que justifier. Donc le fait que si on n'avait pas été maintenu, il aurait fallu redoubler de sérieux dans la maîtrise de nos dépenses publiques. Le fait qu'on soit, ça veut dire qu'il faut respecter la trajectoire sur laquelle on s'est engagé, qui n'est pas facile, qui est très volontariste et qui demande aussi de faire des économies sur les dépenses publiques. Donc dans les 2 cas, il faut faire des économies sur les dépenses publiques. Oui, d'accord. Donc de toute manière, vous avez... Oui, Bruno Le Maire, que je recevais mercredi dernier à propos de son plan de simplification, qui pourrait à terme faire gagner 3-4% de croissance à la France. Il disait, je suis déterminé. Il disait pas je suis confiant, il disait je suis déterminé dans cette trajectoire. Vous gardez vos 2 communiqués pour Standard & Poor's pour le 30 mai prochain ? Nous, on déroule. C'est-à-dire qu'on a essayé avec ce plan de ce qu'on appelle le plan de stabilité qui est envoyé à l'Europe. C'est un équilibre, si vous voulez, c'est un chemin de crête entre à la fois maîtriser nos dépenses publiques pour arriver à 3% de déficit en 2027, ce qui est absolument nécessaire, d'une part, et d'autre part, financer nos politiques publiques. On ne peut pas freiner comme ça aussi brutalement. Rapporteur général de la Commission des finances, Jean-René Cazeneuve, grand spécialiste des collectivités locales, financement des collectivités locales. Vous y croyez, vous, à ce 3%? Non, mais je suis d'accord que c'est un objectif, mais c'est pas tenable. C'est difficile, c'est difficile, et il faut le faire.
On a trop vécu, si vous voulez, depuis maintenant 40, 50 ans, dans une sorte de déficit endémique. On a maintenu, parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, donc on a pu imaginer qu'on pouvait continuer comme ça à s'endetter sans que ça pèse sur nos finances publiques. Ça n'est plus le cas. Les intérêts de la dette, c'est 50 milliards cette année à peu près, et ce sera 70 milliards en 2027. Donc, le choix est simple. Est-ce qu'on utilise ces 50 milliards ? Les taux vont baisser, donc bon, il y a des élections qui arrivent. Oui. Même s'ils baissent, raisonnablement, on sera à 70 milliards. Donc est-ce qu'on veut utiliser ces 50 milliards d'intérêts pour financer la transition écologique, pour financer, ou est-ce qu'on les donne à nos prêteurs ? Ici défilent tous les économistes, sans faire de la politique politicienne. C'est vrai que les 3%, c'est un objectif, et puis c'est important, il faut être déterminé, comme dit encore une fois le ministre de l'économie. Enfin, il y a un moment où ça frôle la sincérité. Non, c'est difficile. Et il faut à la fois... Écoutez, on a baissé de 20 milliards. Collectivités locales, on leur dit, on fait quoi ? On leur coupe absolument tous les robinets, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on dit aux collectivités territoriales, il faut que vous ayez une augmentation de vos dépenses qui soit de 0,5 points inférieure à l'augmentation de l'inflation. Donc on leur demande juste de modérer l'augmentation de leurs dépenses. Déjà, les gens hurlent en disant c'est 10, 20 milliards, 50 milliards, on n'arrivera jamais à faire toutes ces économies. Écoutez, il faut la dépense publique. Écoutez, c'est simple. La dépense publique, elle a augmenté de 300 milliards depuis 2017. 300 milliards. Bon, est-ce que pour autant tout le monde est satisfait de l'ensemble de nos services publics ? Ça n'est pas le cas. Donc ça n'est pas la bonne solution que d'augmenter indéfiniment la dépense publique. Donc il faut mieux dépenser notre argent. Et donc là, ce dont on parle pour les dépenses publiques sur les 5 prochaines années, jusqu'en 2027, 4 prochaines années, c'est simplement d'avoir une augmentation. On va toujours avoir une dépense supérieure à l'inflation. Supérieure à l'inflation. Donc c'est pas non plus l'austérité. Moi, je suis un peu... Il y a deux postures caricaturales, si vous voulez, dans l'hémicycle. Il y a ceux qui vous disent c'est l'austérité. Bon, ils radotent, ils le disent depuis 2017. Et ceux qui disent il n'y a aucun problème, on arrivera à faire les 3% en 2027. Non, c'est ça les deux positions. Non, personne. Et à ceux qui disent à droite, qui disent que c'est la gabegie, qu'on dépense sans compter, qu'il faut absolument arrêter, et pour autant, ils ne font budget après budget que des propositions qui augmentent la dépense publique. Donc il n'y a aucune cohérence chez les LR. Donc on essaie de trouver ce chemin de crête entre les deux. Donc c'est difficile, ce 3%. Il n'est pas fait. Ça demandera un effort de tout le monde, et c'est pour ça que et le ministre et Bruno Le Maire et moi. René Cazeneuve, ça fait longtemps que je vous ai pas reçu, mais parce qu'on cherche tous, est-ce que vous avez, je sais pas, 2 mesures concrètes pour faire des économies? Moi je cherche, j'en vois pas. Écoutez, je sais pas, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous... Le plein emploi. Mais c'est pas pour tout de suite ça. Non, mais enfin, jusqu'à présent, on a quand même plutôt réussi. On a gagné 2 points. On a fait baisser 2 points. Ça stagne en raison de la crise économique à laquelle on n'échappe pas. Nous ne sommes pas une île, comme vous le savez. Donc, on l'accompagne avec la réforme du chômage, la question chômage. Ça, c'est une mesure qui va amener plus de personnes sur le travail. On l'accompagne aussi d'une réforme du RSA pour accompagner ces gens qui sont structurellement au RSA, qui y restent. Ça n'est pas possible d'accepter. De société ne peut pas accepter ça, donc il faut les accompagner vers l'emploi. Oui, mais vous voyez quand même ce sont des mesures qui nous permettent de trouver des financements et des recettes supplémentaires. C'est sûr, mais vous voyez la difficulté, c'est que c'est sur les citoyens, sur les salariés qui nous écoutent, mais c'est en aucun cas sur l'État. Sur l'espèce de mastodonte, on nous dit on est en train de crouler, c'est même pas nous qui le disons, c'est les ministres, on est en train de crouler sous les normes, d'où un plan de simplification, et puis en même temps il n'y a aucune réforme de l'État. Écoutez, on a annoncé 10 milliards d'économies exclusivement sur l'État. Bon, voilà, c'est quand même un bel effort. L'État montre l'exemple et l'État doit faire. Et moi, en tant que parlementaire, en tant que rapporteur général du budget, je veillerai à ce que l'État fasse bien ces 10 milliards d'économies cette année, comme il l'a annoncé. Et vous avez raison, il doit les faire. On voit bien que c'est un débat, en tous les cas, qui est très anxiogène, d'où les bisbilles entre le président de la République et son ministre de l'économie et des finances. Mais on y reviendra sur l'aspect politique. Mais c'est sûr que Bruno Le Maire, quelque part, il avait raison en disant, regardez, les déficits, on n'avait pas du tout anticipé tel déficit. Donc, il faudrait un projet de loi de finances rectificative. Quand on est c'est-à-dire quand on fait les choses normalement, puisque vous êtes rapporteur général à la Commission des finances, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors après, il y a un contexte politique qui n'est pas l'idéal, on vous l'accorde. D'abord, vous étiez favorable ou pas ?
Non, je pense qu'on a pris la bonne. La discussion était sur la table. Et il y avait Vous avez reçu la lettre là, de Bruno Le Maire où il l'a envoyée ou pas? Non, vous êtes trop macroniste. Je parle toutes les semaines à Bruno Le Maire directement. Il ne m'envoie pas de courrier. Et on se parle en grande confiance. Et c'est un grand ministre de l'économie et des finances. Si vous voulez, on ne peut pas. On a un déficit cette année qui sera de 5,1%, qui était 5,5 l'année dernière, qui passe à 5,1. Donc c'est déjà un coup de frein très important. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin en milieu d'année. On ne peut pas, au mois d'avril, décider qu'on va diminuer nos recettes, nos dépenses de 20, 30, 40 milliards. Ça n'est juste pas possible, PLFR ou pas PLFR. Donc on ne peut pas non plus trop freiner nos dépenses publiques parce qu'il y a un enjeu de croissance. Bon, tous les économistes s'accordent pour dire qu'il y aura un rebond de la croissance, fin 2024, en tout cas 2025. Avec la baisse des taux. C'est ça, avec la baisse des taux, aidé par la baisse des taux, aidé par la baisse de l'inflation. Donc on ne peut pas non plus trop freiner. Donc on freine de 20 milliards, ce qui est déjà un effort colossal, reconnu par les agences de notation au passage, et ça nous permet de tenir notre trajectoire. Donc pourquoi faire un PLFR ? Oui, d'accord. Donc, de toute manière, vous dites 20 milliards, on ne peut pas aller plus loin, on ne pourrait pas aller plus loin. Mais il y a le groupe Rassemblement National qui a demandé tout à l'heure un projet de loi de finances rectificative dans les 30 jours, faute de quoi il déposerait une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. Bon, il n'y a aucune chance, de toute manière. Vous savez, les groupes politiques, là, si la situation n'était pas si grave, ça m'amuserait, si vous voulez. C'est à qui ils se battent pour savoir qui va déposer le premier la motion de censure. Qui aura la peau du gouvernement, quoi. Exactement. Franchement, dans quel objectif ? Donc, LFI a dit qu'il le déposerait, le Rassemblement National a dit qu'il le déposerait, les LR ont dit qu'ils le déposeraient. Ça fait 3 mois qu'ils disent. Oui, à quoi ça sert ? J'ai envie de leur dire, mais c'est quoi l'objectif de déposer une motion de censure ? Vous êtes prêts à une dissolution ? Ça va régler le problème de la France ? Vous êtes prêt à une coalition avec le gouvernement ? Ça va régler... Bien sûr que non. Donc oui, ces postures politiques, alors que la gravité de la situation devrait nous réunir, franchement, c'est à pleurer. Mais en même temps, Bruno Le Maire, lui, il a dit qu'il tendait la main, justement, aux oppositions, alors sans doute un peu plus les LR que le Rassemblement National, pour dire que, essayer de tomber d'accord sur ce qu'il faut pour... réduire le déficit public. Et je le souhaite. Il a tendu la main, le ministre Cazenave a également tendu la main, j'ai tendu la main, il faut qu'on travaille ensemble. Et les LR, j'en appelle à un minimum de cohérence. Ils ne peuvent pas nous reprocher de ne pas faire suffisamment d'économies. Et quand on leur propose un plan... vous avez beaucoup trop dépensé. Oui, bon, c'est bien. Pas une erreur. En tous les cas, non, mais la dernière mesure du président Ciotti, c'est la baisse des cotisations salariales jusqu'à 3 SMIC. C'est 50 milliards de dépenses supplémentaires par an. Bon, donc la cohérence des LR, je la cherche toujours. Mais on les appelle à venir travailler avec nous en toute cohérence pour respecter cette trajectoire. Est-ce qu'une des fautes originelles quand même d'Emmanuel Macron, qui est quand même, c'est vrai que ça on dit toujours un peu en souriant, une sortie d'Emmanuel Macron, ça coûte 1 milliard au budget de l'État. Mais là, ça a coûté 20 milliards, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Vous êtes, je le disais, un spécialiste, Jean-René Cazeneuve, du financement des collectivités locales, et elles disent tous, ça coupait le lien, si vous voulez, avec les citoyens, avec les entreprises. Et puis en fait, comme c'est rattrapé par la hausse de la taxe foncière, finalement, on ne voit pas tellement la couleur. Non, alors vous savez, là aussi il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des uns et des autres. Effectivement, beaucoup disent, à quoi ça a servi ? Des élus disent ça a coupé le lien, c'est dommage, on perd une recette dynamique, etc. Bon, moi je n'ai pas rencontré de Français, je fais les marchés, je sors de 15 jours en circonscription dans le Gers, je n'ai pas rencontré un seul Gersois qui m'ait dit c'est dommage, j'aimerais bien la payer la taxe d'habitation. Personne. Et dans le budget, si vous permettez, Edwige Chevrillon, dans le budget, vous avez il y a eu 10 000 amendements dans le budget. 10 000 amendements dans le budget. Il n'y en a pas eu un seul pour rétablir la taxe d'habitation. Il n'y en a pas un. Donc, ils vous disent qu'il faudrait... En fait, la réalité, c'est que les Français payent beaucoup d'impôts. La classe moyenne qui paye la taxe d'habitation paye beaucoup d'impôts. Et nous assumons d'avoir baissé les impôts des Français. Eh bien, justement, est-ce que, quand même, quelque part, est-ce que la hausse des impôts, est-ce qu'elle n'est pas inévitable ? Est-ce que vous croyez aux 2 milliards de baisse d'impôts sur les classes moyennes ? Gabriel Attal, qui était l'invité de nos confrères de BFM TV, il a dit oui, mais en même temps, le gouverneur de la Banque de France a dit attendez, il n'est pas question de faire des baisses d'impôts alors qu'elle ne s'est pas financée. Vous êtes où là-dedans ? Le Premier ministre a dit que c'est 2 milliards
serait financée. Oui, mais il faut d'abord qu'on trouve des baisses d'impôts. Serait financée. Enfin, des baisses des économies. Nous ne voulons pas augmenter les impôts. Les raisons sont très simples. Nous sommes le pays au monde où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Mais est-ce que vous êtes on a pour les essayé baisses d'impôts la formule sur les classes moyennes, les 2 milliards, là, les 2 milliards promis, est-ce qu'il faut les donner? Bien sûr, on va le faire et on le financera l'année prochaine. Ça est un engagement du Premier ministre Gabriel Attal et évidemment, il sera tenu, il faudra le financer donc par des économies supplémentaires. Nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous n'augmenterons pas les impôts des Français, que ce soit l'IS, que ce soit l'impôt sur le revenu, c'est aussi clair que ça. Et je le dis, je le redis. Donc nous devons faire des économies sur nos dépenses publiques. Il faut aller chercher peut-être des recettes supplémentaires sur un certain nombre de niches fiscales qui sont pas optimisées. Ça, je suis pas contre. Il faut le faire. Comme toujours, il y a plein d'idées. Mais sur quoi? Vous, qu'est-ce que vous préconisez? Peut-être qu'il faut se poser la question de l'apprentissage qui aujourd'hui coûte un peu cher. Bon, donc ça, on peut peut-être faire. C'est un véritable succès, mais pour autant, on peut peut-être réduire un tout petit peu la regardez, vous lancez quelque chose. Il y avait le leasing social. Pour la commencer, c'est un grand succès. Ça coûte trop cher, on arrête. Donc, baisse absolument dingue des voitures électriques, des achats de voitures électriques. Vous prenez c'est un succès, prenons-le comme ça. Bah oui, mais ma prime rénove, la même chose. Maintenant, c'est un échec total. Vous voyez, non, c'est pas un échec total. Je crois que le chiffre là, c'est absolument incroyable. Au premier trimestre, il n'y a rien. Non, mais d'un point de vue opérationnel, il faut regarder. Moi, je vois, si vous voulez, les uns et les autres m'expliquent que c'est difficile d'accéder à ma prime rénov, que c'est compliqué. La réalité, c'est que ça a coûté 2 milliards à l'État l'année dernière. Donc, il y a bien des gens qui ont trouvé le moyen d'avoir... mais oui, mais parce que depuis, vous avez modifié les conditions. Oui, mais... Parce que justement, ça coûtait trop cher. C'est un stop and go permanent. Non, c'est la montée en puissance de nos dépenses en matière de transition écologique, c'est pas un stop and go, ça augmente chaque année. Notre soutien à la transition écologique augmente chaque année. Je ne dis pas que le processus d'accès à la prime rénov est idéal. C'est vrai que longtemps on a dit que ça ne finançait que ce qu'on appelle les monogènes. Je change ma pompe à chaleur, ma chaudière, etc. C'était pas suffisant, ou mes fenêtres. Ça c'était pas suffisant. On voulait aller vers les rénovations totale, complète. Mais c'est ce qu'on a voulu faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il faut trouver des artisans capables de le faire, des entreprises capables de le faire. Il faut mieux regarder ça avant, non, en amont. Oui, mais on va régler le problème. Ne vous inquiétez pas. Oui. C'est pas un peu la cacophonie quand même, un petit peu là. Il y a un manque de suivi du côté de Bercy. Non. Non. Comme sur les dérives budgétaires dont on a parlé, non? Non, je crois pas. Enfin, il y a une vraie cohérence dans ce que nous faisons depuis le début. Est-ce que justement cette espèce de séquence un peu bizarre auquel nous avons assisté entre le président de la République et Bruno Le Maire, la sortie de son livre qui n'a pas été très bien compris, tout le monde lui rappelait qu'il était ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans. Est-ce que du coup vous avez l'impression que ce couple est un peu au bord du divorce ou pas? C'est le couple le plus vieux justement. Oui, donc c'est le ministre, il est là depuis le début, il a soutenu le président de la République, c'est un des premiers à avoir soutenu le président de la République. Il est extrêmement cohérent, donc moi je ne veux pas rentrer dans ces histoires parce que j'en sais rien, si vous voulez. Bon, d'accord. Donc mais vous dites j'en sais rien. Ce que je constate. Pour travailler beaucoup avec Bruno Le Maire et beaucoup avec Bercy, c'est qu'il est extrêmement constant, c'est-à-dire son engagement pour la France, pour réduire le déficit et maîtriser notre dépense, il est absolument constant et il est extrêmement loyal avec le président de la République. Merci beaucoup Jean-René Cazeneuve, donc rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, député du Gers, député Renaissance, qui essaye lui aussi de tenir la barre au milieu. Et vous avez dit tout à l'heure, la crête est quand même assez étroite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.